Après ce que je dirais que le Japon est cher, je me dis comment j'en suis arrivé là. Arigato gozaimasu. Et c'est bon, j'ai retiré, direction la montre. Bon, on va tenter une négo quand même. Bon, regardez-moi ça, elle plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi je l'adore. Ma première montre automatique dans les faits. Nouvelle vidéo, suite des aventures au Japon, et là on est dans un 7-Eleven. Hop hop hop, avant d'aller plus loin dans la vidéo, on va remettre un petit peu de contexte. Je m'appelle Alexis, j'ai 29 ans, et là actuellement tu es en plein milieu d'une de mes mini-retraites. Une mini-retraite, c'est quoi? C'est une pause à partir d'un mois dans une vie active pour tout simplement faire ce qu'on a vraiment envie de faire, profiter de la vie et reprendre le contrôle de son temps pour pas attendre d'avoir 60, 65 ans, 70 ans et éventuellement pas avoir le même niveau d'énergie pour pouvoir en profiter. Moi, ce qui me régale dans la vie, c'est le voyage, découvrir le monde, et j'ai donc décidé d'amener ma petite caméra et de te montrer concrètement comment je voyage. On est parti pour plusieurs semaines, il y a plusieurs épisodes qui s'en viennent, il y en a quelques-uns qui sont déjà sortis, donc je t'invite à t'abonner pour ne rien rater. On est quand même sur une chaîne de finances personnelles, donc on va parler d'argent, on va amener des réflexions, je vais discuter avec toi vraiment à la cool, sans filtre, et donc je te souhaite un bon visionnage. Et si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire et t'abonner pour ne pas rater la suite. Allez, c'est parti, on reprend. Grand classique, hein. Parmi les chaînes de combini, tu as Family Mart, 7-Eleven, Lawson. Et là, le but, c'est de trouver un petit truc à se mettre sous la dent pour le petit déjeuner. Et comme chaque matin, évidemment, qui dit petit déj dit aussi café. Et ce qui est drôle, c'est qu'au final, le café nous revient le même prix que le petit déj à chaque fois. Vu qu'on va dans des cafés de spécialité, il a l'air magnifique là. Lui, il s'appelle Arc. Regardez-moi ça, l'endroit est juste magnifique. Sublime. Très bon petit café une fois de plus. Ils ont vraiment des très bons cafés à Tokyo, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que ces petites vidéos, elles te plaisent. Je ne suis pas un youtubeur voyage. Je te partage ça sans filtre, comme je te l'ai dit, en détente. On est aussi loin des chaînes YouTube quand ils parlent d'argent, du bling bling, tu le vois. Prendre des petits déjeuners dans des combini. Le gros luxe que je fais, c'est d'aller boire un café dans des bons cafés, mais on n'est pas dans le bling bling de Dubaï où ça sort des grosses voitures et je ne sais quoi. Donc j'espère que tu apprécieras. Là, je t'amène vraiment avec moi sur comment je voyage depuis des années. Donc oui, les budgets ont un peu évolué. D'ailleurs, je me demandais comment j'arrivais à voyager aussi peu cher il y a quelques années au Japon, mais c'est aussi que ça a augmenté forcément. La dernière fois que j'y étais, sur les vidéos je dis 6 ans, 7 ans, j'ai vérifié, en fait ça fait 6 ans et demi, et je me suis renseigné, j'ai vu que le tourisme avait juste explosé dans le pays, que je crois que 2024 c'est l'année où il y a eu le plus de tourisme au Japon. Donc les prix ont quand même suivi, hein. On sent que c'est plus les mêmes prix. Après, est-ce que je dirais que le Japon est cher? Honnêtement, tu peux t'en sortir pour pas cher. Parce que tu peux faire des repas super abordables. Les transports, comme plein d'autres grandes villes, c'est à peu près le même prix. Mais là où ça coûte au Japon, c'est plus que tu es stimulé par plein d'endroits. C'est dangereux pour ça. C'est dangereux pour le budget, le Japon, parce que tu as envie d'essayer plein de choses. Et donc, ça fait grimper les dépenses, ne serait-ce que les bornes de jeu et tout ça. Tu te dis, bon, c'est 100 yens, c'est une petite pièce. Mais tu as envie d'essayer, forcément, tu as envie de tester l'expérience. Même pour la bouffe, il y a plein de choses à essayer culinairement parlant. Donc tu vas prendre plein de petites choses et ça va faire monter la facture. Donc c'est sûr que si on a la tendance à flamber, ça peut encore plus s'accélérer. Même moi qui suis quelqu'un de très raisonnable, qui ne dépense pas pour tout et n'importe quoi, la tentation elle est là. Donc, mais bon, ça fait plaisir, on n'est pas là tous les jours non plus. Moi, comme je te le disais, ça faisait 6 ans et demi que j'étais pas revenu. Donc là, je me fais plaisir. Je me suis même rhabillé. J'ai acheté des vêtements ici parce que c'était abordable, c'était stylé, c'est ce que j'aime. Donc tu peux aussi t'y retrouver en faisant ce genre de manœuvre, de bénéficier des avantages de chaque pays en question. Ici, l'habillement que j'aime est moins cher qu'au Canada, donc je me fais plaisir ici. Ça te permet, entre guillemets, d'équilibrer les budgets parce que c'est de l'argent que tu dépenseras pas plus tard dans ce poste de dépense. Quel beau soleil, ça fait vraiment plaisir. Voir la lumière, le soleil qui caresse son visage. Toujours dans la Asakusa actuellement. Autre réflexion que je trouve hyper intéressante, la différence de mon expérience entre aujourd'hui au Japon et il y a 6 ans et demi, c'est le niveau d'anglais des Japonais. C'est vrai que dans mes souvenirs, c'était beaucoup plus compliqué d'interagir avec les Japonais, les locaux, parce qu'il y en a beaucoup qui ne parlaient pas anglais, que ce soit les jeunes comme les moins jeunes, alors que là, on tombe sur un énorme nombre de personnes, je ne vais pas dire qu'ils parlent anglais, mais qui peuvent bidouiller quelques mots,
qui arrivent à s'exprimer, qui donc permettent de débloquer une situation. Donc ça, c'est aussi une des grosses différences. Et même dans les petits restos là où tu commandes à la borne, il y avait beaucoup de bornes quand j'y étais allé il y a 6 ans et demi où c'était juste en japonais, et là il y a toujours l'option anglais. Enfin pas tout le temps, mais il y a souvent l'option anglais. Donc ça, c'est aussi la différence que je vois, qui une fois de plus doit s'expliquer par le nombre de touristes arrivants. Et je pense qu'il y a aussi une prise de conscience avec la pandémie aussi, de se dire il faut se mettre à l'anglais. C'est une vraie richesse de parler plusieurs langues pour atteindre certaines opportunités. Donc ça a été quand même assez frappant. Et d'ailleurs, toi aussi, je peux que te recommander d'apprendre plusieurs langues, parce que forcément, parler plusieurs langues, c'est une richesse déjà culturelle. Tu accèdes chaque fois à un nouveau monde, ne serait-ce que quand tu fais des recherches, quand tu veux trouver des opportunités d'affaires, de business. De parler anglais et d'autres langues, ça te multiplie tes opportunités, et ça te donne aussi de la valeur sur le marché du travail. Quelqu'un qui va être bilingue, trilingue, multilingue, forcément, il va pouvoir accéder à des opportunités que quelqu'un qui parle qu'une seule langue ne pourra pas avoir. Donc ça, c'est clair, au minimum l'anglais. Après, si tu peux parler même encore une autre langue, c'est que bonus. Bon, moi perso, je parle juste anglais. Je peux tenir des conversations simples en espagnol, mais c'est vrai que si je pouvais apprendre une langue un peu plus complexe, ce serait un peu mieux. C'est une langue vraiment plus rare. Mais bon, on va se laisser le temps. Et là, on est à Harajuku, à Meijijingu. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est là qu'on est. Toujours autant de monde, hein. C'est vraiment un endroit, un lieu d'intérêt à Tokyo, donc forcément, c'est comme avoir un petit peu un bout de forêt, un bout de nature en plein milieu de Tokyo. Très agréable. Ah ouais, il y a du monde, hein. En même temps, il fait bon aujourd'hui, il fait vraiment bon. Magnifique. Des fois, j'ai des moments de réalisation et je me dis que c'est quand même fou. Je suis français, je suis en vacances à Tokyo au Japon actuellement, presque sur un coup de tête, et je vis à Montréal au Canada. Quand je pense qu'à la base, je viens d'un milieu quand même très modeste où on ne voyage pas, je me dis comment j'en suis arrivé là. Mais c'est génial, honnêtement, j'adore ça. Bienvenue à Harajuku. Très peu recommandé pour les personnes agoraphobes, hein. Je ne sais pas si je suis le seul à faire ça, mais dès que je vois un commerce plein, je vais essayer d'estimer combien d'argent il rentre par jour. C'est juste fou. Regardez-moi ça. Tout est full. Les Japonais sont très forts pour ça. J'ai l'impression que souvent on dit qu'il faut identifier un besoin et y répondre. J'ai l'impression qu'eux créent un besoin où à la base on pourrait croire qu'il n'y a pas de demande, mais ça fonctionne, ça prend. Ici, c'est très culture gadget, à avoir un objet pour un mini détail de la vie quotidienne. Ça crée évidemment, forcément, j'imagine, de la surconsommation, mais c'est fort, c'est fort. Là, ça consomme énormément. Les rues sont blindées de chez blindées. D'une rue à l'autre, c'est fou comme le monde, plus du tout le même. Beaucoup plus calme. Et là, on est dans le très célèbre quartier de Shibuya, là où il y a le plus gros croisement au monde. Comme vous pouvez voir, pareil, il y a un petit peu de monde ici. C'est l'endroit parfait pour se détendre, se relaxer. Regardez là, le fameux croisement où tout le monde traverse. Hop là, oh. Là en fait, tu commandes ici et ça vient du tapis roulant. Aucun serveur, que des robots. Et c'est parti. Honnêtement, Tokyo bat New York. Shibuya bat Times Square, je veux rien savoir. Nouvelle journée sur Tokyo, et là je suis à un truc qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir quand on parle du Japon. Je suis à une brocante, la plus grande brocante au Japon si je dis pas de bêtises, ou la plus grande brocante à ciel ouvert, c'est immense. Et là l'objectif c'est, j'adore les montres japonaises, mais particulièrement aussi les montres vintage. Donc là je vais essayer de voir si je trouve des Seiko, Citizen, Orient. Regardez-moi ça, c'est immense. Je sais pas si on se rend compte, le monde qu'il y a, ça va jusque tout au fond. C'est fou.
Donc là, ça sent le vintage, il y a moyen, je pense, de trouver des trucs sympas. Bon, là, on voit, il y a quelques montres, mais rien qui m'intéresse, pas dans les marques que je recherche. Arigatou gozaimasu. Bon, des petits achats, pas de montres. Moi, j'adore personnellement tout ce qui est brocante, marché aux puces. N'hésitez pas, quand vous y allez, à négocier. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'exercice. Vous pouvez avoir des super opportunités comme ça. De toute façon, de manière générale, dans la vie, n'hésitez pas à demander plus, à négocier. Petite anecdote, c'est vrai que moi, je ne sais plus quel livre j'avais lu qui disait n'hésitez pas à demander plus et au pire, ce que vous pouvez avoir, c'est un non. Et depuis, je fais qu'essayer ça et essayer de demander, oser demander. Si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Tu vas dans un hôtel, tu dis est-ce que vous n'avez pas une plus grande chambre? Ça m'est déjà arrivé qu'ils disent oui et qu'au final ils t'upgrade sans aucun frais supplémentaire. Je fais aussi ça quand je prends l'avion. Je demande toujours, dès que j'arrive au comptoir, à être surclassé. Dans la très grande majorité des cas, ça passe pas. Mais une fois, c'est passé. Petit surclassement. C'était pas en classe affaires ni en classe business. C'était genre en premium économie. Mais j'aime bien faire l'exercice juste pour voir où ça m'amène. Est-ce que ça déclenche des opportunités, oui ou non? Pareil même dans le pro. C'est-à-dire que des fois, tu as envie de faire un truc, d'oser demander, envoyer un email, aller serrer des mains, faire une prise de contact, ça fait toute la différence. Enfin moi je sais que depuis que j'ai commencé à faire ça, ça fait la différence et ça coûte rien. Osez demander, au pire vous allez avoir un non. C'est pas plus grave que ça. Ah, et au passage, un très bon livre sur la négociation, je ne l'ai pas terminé encore, c'est Ne jamais couper la poire en deux. Je vous le mettrai à l'écran, c'est un livre que j'adore, par un ancien négociateur du FBI qui donne des leçons de négociation. Il est passionnant. Retournement de situation, finalement, j'ai trouvé une montre qui me plaisait, une Orient des années 80, automatique, très sympa. Et donc là, je vais retirer parce que tu peux juste payer en cash. D'ailleurs, au passage au Japon, oui, il y a plein d'endroits où tu peux payer en carte, mais il y a encore certains endroits où ils prennent que le cash. Donc je t'invite vraiment à avoir une carte qui te permet de retirer sans te faire avoir sur les frais. C'est pour ça que je te recommande Wise, tu peux retrouver le lien dans la description. Moi, c'est ce que j'utilise depuis des années. Ça va te permettre de pouvoir faire des retraits sans te faire démolir sur les frais et sur les paiements. Donc, si tu envisages de voyager prochainement à l'étranger, Wise, Wise, Wise. Lien dans la description si tu veux accéder directement au site. Et c'est bon, j'ai trouvé le distributeur. Regardez, c'est celle-là et c'est bon, j'ai retiré. Direction la montre. Bon, on va tenter une négo quand même. Il me l'annonce à 9700 yens, ce que je trouve raisonnable. Honnêtement, ça fait 60 € pour une automatique. Orient, marque japonaise, une marque que j'aime beaucoup. C'est pas une marque de grand luxe, mais c'est une marque horlogère sympathique, fiable. Mais on va essayer de négocier un petit peu quand même. Je pense qu'il y a un petit jeu à aller chercher. Je te dirai si ce que ça a donné. Hein. En toute transparence, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Elle vaut son prix quoi qu'il arrive sans négocier. Bon, regardez-moi ça. Elle plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi je l'adore. Ma première montre automatique dans les faits. Je la trouve incroyable. Elle est vintage, elle est très bon état, flambant. Et est-ce que la négociation a marché? La réponse est oui. Bon, c'est pas énormissime. De 60 €, j'ai réussi à la tomber à 55 € en équivalent. Mais ça fait plaisir. Ça n'a rien coûté d'essayer et ça a fonctionné. Donc, des économies réalisées. J'ai ma montre. Le monsieur l'a vendue. Tout le monde est content. Si toi, tu regardes peut-être cette vidéo, tu te dis, ouais, ok, 5 €, qu'est-ce que ça apporte? C'est rien du tout. Mais c'est aussi ça d'ailleurs, un gros message dans la gestion des finances personnelles, c'est que c'est plein de petits pas, plein de petites actions qui vont amener des résultats conséquents. Parce qu'en fait, c'est marche après marche, brique après brique que se construisent les grandes choses. Là, ça paraît bête, mais si tu arrives à faire des moves, d'économiser 5 € par jour, c'est bête, mais à la fin de l'année, tu as presque 2000 €, tu as 1800 et quelques euros. Donc ça, c'est un vrai tip, c'est une vraie leçon à avoir en tête, c'est que se dire économiser 1000 €, ça peut être conséquent et peut-être inatteignable, irréalisable pour plusieurs personnes. Mais par contre, d'économiser plusieurs fois 5 €, là de suite pour le cerveau humain, c'est plus motivant, c'est plus engageant. Et au final, tu vas être capable d'arriver à ton objectif qui, lui, est beaucoup plus massif. Donc petit pas par petit pas, c'est comme ça qu'on y arrive. À quoi on prend ça? Miam, miam, miam. Gros classique quand on vient au Japon. Un poisson, c'est une genre de pâtisserie, de viennoiserie. Dedans, il y a de la pâte d'haricots rouges, on va déguster ça. C'est super bon, c'est tout chaud. Peut-être trop chaud, ça sort du four. Oh, c'est bouillant. Mais c'est bon.
Il fait bouillant. Nouvelle journée sur Tokyo, mais là on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu as la moindre question, tu peux la poser dans la section commentaires. Et on se dit à la prochaine pour la suite de ces aventures, de cette mini retraite. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!